bienvenue à tout le monde pour ce deuxième webinaire des 4 saisons de l'éco-formation. Et donc, alors l'intitulé, c'était Éco-formation, transformation de soi et des rapports au monde, avec Dominique Cotreau et Pascal Galvani, que vous devez quand même pas mal connaître. Mais voilà, l'idée aussi, c'est d'aller à la rencontre de leur parcours et de leurs travaux sur l'éco-formation. Alors, on propose chacun va intervenir pendant à peu près 20 à 30 minutes et on suivra par des petites questions juste de clarification pour vraiment avoir un grand temps d'échange ensuite au maximum entre nous tous. Voilà. Et puis, moi, je vais faire un petit dialogue introductif avec Pascal et Dominique. Donc, on démarre rapidement. J'aime pas trop démarrer comme ça, sans faire de tour de table, de petits salam alek. J'aime bien, moi, prendre le temps. Mais voilà, nous sommes assez nombreux. Et puis, l'idée, c'est qu'on puisse échanger par la suite. Donc, on démarre direct et puis après, on pourra échanger entre nous. Voilà. Et ce sont les aléas du virtuel et du distanciel. Voilà. Donc, j'enregistre, comme je le disais. Et juste, voilà, faites attention à vos micros pour les petites instructions. Pensez à éteindre vos micros quand vous ne parlez pas pour éviter les petits bruits parasites. Je vous remettrai dans le fil de discussion un tableau pour vous inscrire si vous n'avez pas eu le mail de ma part pour venir à ce webinaire et que vous êtes intéressé par les prochains rendez-vous. Voilà, et je vais aussi vous refaire suivre un pad pour partager une prise de notes si ça vous chante. Voilà, j'arrête. Je vais juste maintenant poser une première question. J'ai 3 questions à poser à Pascal et Dominique. Vous êtes prêts tous les deux? Ouais, ça va. Ok, super. Alors, ma question, il semblerait que cela fasse un moment que vous travaillez sur l'éco-formation tous les deux. J'ai une question. Quand est-ce que vous vous êtes rencontrés la première fois pour échanger autour de cette drôle d'idée qu'est l'éco-formation? À vous la parole. Et j'ai 2 autres questions, Pensez-y. Vas-y, Dominique. Donc, il faut aller vite. On s'est rencontrés en 1992, quand on s'est inscrits tous les deux en DEA, Sciences de l'éducation et de la formation. Et on a eu notre première séance de travail avec 6 autres étudiants de DEA. Ouais, c'était très confortable, on n'était que 8 ou 10 peut-être, je ne sais plus trop, mais on était très peu, avec Gaston Pinault et Georges Lerbet. C'était la toute première séance. On avait des regroupements de 3 jours, une fois par trimestre, pour mener notre DEA, qui a été aujourd'hui remplacé par le master. Donc, vous voyez comme on est vieux. Merci. En tout cas, Dominique. Pascal, tu veux compléter sur ce premier temps? Oui, moi, je me souviens pas bien du DEA. Je me souviens vraiment, je ne sais pas pourquoi, je nous vois dans une salle à Tours, une salle de cours de l'Université de Tours. Et dans mon souvenir, c'est vraiment, il y a Dominique Cotreau, Dominique Bachelard, il y a Gaston, il y a René Barbier, il y a Vera Catalao, qui était du Brésil, qui venait faire un postdoc qui s'intéressait à l'eau, à l'écologie de l'eau. Et elle faisait un postdoc avec René Barbier à Paris 8. Et voilà, Gaston, comme toujours, avec son génie de la mise en réseau, nous avait réuni dans cette salle les quelques loustiques qui commençaient à s'intéresser au concept d'éco-formation. Et je nous revois en train de se dire, bon, comment on va faire ça? Gaston avait commencé par le premier bouquin. Le premier bouquin était publié sur l'air. Donc Gaston avait déjà cette idée d'explorer l'éco-formation par les 4 éléments, l'air. Et donc là, on était parti sur l'eau. Voilà. On était parti sur l'eau et on était en train d'essayer de voir comment on allait faire. Et
gros qu'on allait explorer comment l'eau nous avait formés chacun. Voilà, je nous vois dans cette salle de classe. Super, merci pour cette introduction. Alors, je me disais que enfin, j'ai deux autres questions et tu as un petit peu déjà dérivé, Pascal, sur une de mes questions. C'était, pourriez-vous nous donner l'un et l'autre un « je me souviens » à la façon Georges Perec, justement de l'époque greffe, de ses débuts, pour nous replonger, voilà, sans que ce soit trop long, mais juste un petit, voilà, petite prise de situation, un je me souviens qui nous plonge dans cette histoire. Et ta question d'après, ce sera comment le greffe est né? Oui, par exemple. Oui. C'est ça. Pour moi, c'était la deuxième, celle-là. Parce que Pascal a répondu à comment le greffe est né. C'est justement de nos rencontres en DEA, d'un certain nombre d'étudiants qui étaient intéressés par la problématique de l'eau. Et comme il y avait à Paris 8 justement un autre enseignant qui travaillait sur la problématique de l'eau et sur l'imaginaire qui était pas mal au cœur du concept d'éco-formation, c'est comme ça qu'est né le greffe. C'est dans cette salle de classe dont tu parles, Pascal, où il y avait aussi Noël de Noyel qui était venu, on était quelques-uns autour de Gaston et René. Et la greffe a prise et c'est devenu le greffe. Donc ça, c'était sur comment le greffe est né. Et sinon, mon souvenir, ce n'était pas celui-là. Enfin, j'en ai deux souvenirs, mais j'ose vous dire mon premier souvenir. C'est justement, moi, je venais de l'université de Rennes 2 et c'était un copain de Gaston qui était mon maître de maîtrise, qui m'a parlé de Gaston. Et ça m'intéressait beaucoup de travailler sur l'eau puisque j'étais animatrice de classe de mer. Donc, je veux rencontrer Gaston justement avant de m'inscrire en DEA. J'arrive au bout du couloir qu'il y a au 4e étage de l'université de Tours, après avoir pris rendez-vous avec Gaston. Et Gaston sort de son bureau, il ouvre grand les bras comme vous l'avez souvent vu faire, comme ça, et il me dit « Ah, vous êtes la sirène de la mer !» Comment voulez-vous ne pas travailler après avec Gaston Pinault, qui ne me connaissait pas encore. Et le souvenir surtout que je voulais, ça c'était pour l'histoire du greffe, et le souvenir que je voulais remémorer, c'est quand on a produit, donc au bout d'une année déjà, on avait produit tout ce travail autour de l'eau, d'un an ou deux même, et on avait chacun des articles, mais on n'avait pas l'ordre du livre. Et pour trouver l'ordre du livre, on a décidé d'aller au bord de la mer. On est allé sur l'île de Berdère en Bretagne, dans le Morbihan. Petite île qui n'est qu'à 5 minutes du continent, mais une île quand même. Et grâce à cette île et à notre alternance entre les immersions dehors et le travail en intérieur de réflexion, de recherche, d'échange, eh bien, un peu dans son imaginaire mystique à la Gilbert Durand, l'imaginaire mystique plutôt fusionnel, un peu dans cet enfermement insulaire, cette île nous a insufflé nos 3 grandes parties pour le livre Les eaux éco-formatrices. Ces 3 grandes parties que sont de soi à l'eau, les autres et l'eau entre nous. Voilà mon souvenir. Un week-end, 2 jours à travailler ensemble sur ce sommaire, insufflé par le bord de mer et par l'île. On voit déjà où se profile ton éco-formation principale. Pascal, est-ce que tu veux rajouter un mot sur un je me souviens ou sur l'histoire du greffe? Non, sur l'histoire du greffe, Dominique est beaucoup plus précis que moi. Moi, oui, ce que je me souviens, c'est après, c'est quand on a commencé cette idée d'une approche, comme on dit maintenant, phénoménologique. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas partir simplement dans les grandes idées. Bien sûr, il y avait la référence à Gaston Bachelard, il y avait des références, mais on s'est dit, on est vraiment rentré dans le concret en se disant, bon, bah, pour la prochaine rencontre, chacun essaye de se remémorer en quoi l'eau a été formatrice dans sa vie, quoi.
Et moi, ça, c'était vraiment une expérience très, très forte. D'abord, j'ai revu, bon, comme j'ai eu la polio, l'eau, j'ai beaucoup été dans l'eau pour des traitements, etc. Et la natation m'était recommandée. En fait, comme la marche est douloureuse pour moi, la natation, c'était un grand plaisir. On allait beaucoup au bord de la mer. Alors, d'abord, c'est revenu cette histoire d'immersion dans l'eau, se plonger dans l'eau, dans l'enfance, quoi. Et après, un autre souvenir qui m'est remonté très fort, c'est à 20 ans, quand je suis allé dans les montagnes rocheuses, puis que j'ai rencontré des Indiens la première fois, que j'ai vécu avec des Indiens Shoshone pendant un été, mais d'être dans les montagnes rocheuses, et je me souviens, un matin, on était dans une cabane en rondin, très très loin dans les rocheuses, dans le Montana, et il y avait une petite rivière, enfin une rivière, une belle rivière qui passait à côté. Et au matin, je me suis réveillé, je suis sorti dehors, regarder la montagne, et j'avais un quart vaste, là, comment- et je suis allé au bord de l'eau, j'ai trempé mon quart et j'ai bu l'eau. Et en même temps que j'étais assis au bord de l'eau en train de boire l'eau, il y a des chevaux sauvages qui sont, enfin sauvages, des chevaux libres parce que c'est un endroit où il n'y a pas de clôture, qui sont venus de l'autre côté. Bon, la rivière faisait peut-être une quinzaine, vingtaine de mètres, et de l'autre côté, il y avait des chevaux qui buvaient, quoi. Et j'ai fini l'article là-dessus, quoi, en me disant peut-être que un des buts, si un rêve ou une vision, ça serait de dire qu'un jour on pourrait boire l'eau à Paris, dans la Seine, comme ça, ou à Lyon, du Rhône. Je pense techniquement c'est possible. Donc, Chirac l'avait promis. Merci en tout cas, Pascal, de ces petits clins d'œil. Je propose qu'on passe à aux interventions que vous avez préparées. Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer, Pascal ou Dominique, on ne s'est pas donné d'ordre précis. Ici, c'était Pascal. Bon, d'accord. ouais, Effectivement, elle je avait l'ai en déjà... premier sur ma liste, mais j'avais un doute. Alors, c'est parti pour Pascal. On essaie de faire attention au temps. Est-ce que tu veux que je te fasse un petit rappel au niveau timing, Combien Pascal? j'ai 20 minutes, 30 20 minutes? minutes, on s'était dit à peu près, ouais. Bon, allez, j'y vais. Tu me Allez, fais c'est un parti. petit signe. Ouais, Je te fais un petit... alors, je lance. Je lance. Ça marche? Ça vient. Ça marche pour C'est l'instant. bon, Très oui, bien. c'est bon. Donc, conscientiser notre auto-éco-formation pour transformer notre rapport au vivant. C'est un peu grandiose, mais je pense vraiment que c'est de ça dont il est question. Enfin, vraiment, il me semble, enfin voilà, je vais continuer à développer là-dessus. Il me semble que le concept d'éco-formation, enfin, il a une originalité, et vraiment au sens le plus radical du mot originalité, c'est-à-dire que je ne connais pas d'autres concepts qui pointent cette réalité. Il y a pas mal de choses qui sont en train d'exploser maintenant, l'écosophie, l'écopsychologie, le préfixe éco est à toutes les... Enfin, c'est très bien de penser une écopsychologie, une écosophie, mais comment nous sommes formés par, disons, la nature ou, le non-humain, ou je ne sais comment dire, mais je ne connais pas d'autres concepts qui pointent directement ça, autre que ce éco-formation. Alors bon, évidemment, déjà, je pense que là, on s'adresse à des gens qui connaissent un peu, mais il faut déjà déconstruire aussi le mot formation, qui est souvent réduit à ce qui se passe dans les stages. Nous, avec Gaston, on a repris, enfin, c'est grâce à Gaston qu'on a repris le mot formation dans sa racine anthropologique de, Petit bug, je crois. Ah oui, là, c'est pas... Je crois que Pascal, ça a coupé. Peut-être tu peux enlever ton image pour favoriser, pour Ta laisser la... caméra. Alors,
hop. Je crois qu'on a perdu momentanément Pascal à cause d'un débit Internet en Lozère parfois un peu compliqué. Alors, par rapport à l'environnement. Ah, voilà, toujours l'environnement. Bon, il va revenir, hein. C'est le temps de se reconnecter pour lui. Et oui, c'est ça. Non, mais ici, voilà, nous sommes dans une région rurale isolée. Des fois, il déforme les rapports. Alors que toi, Gaston, tu es aussi un peu perdu dans la forêt, non? Ah ben, immergé dans la forêt, oui, immergé dans la forêt, toute blanche, oui. Et avec un beau soleil, magnifique soleil. Il y avait des scouts qui sont venus pendant le week-end. Et alors, ça a été assez mouvementé parce qu'il y a une bonne montée. Ils ont calé en haut de la montée. Donc, ils ont été obligés d'arriver à pied. Et puis, bon, ça fait 500 mètres, mais quand même dans la neige. Et puis, ça, c'était à 9 h du soir, quoi, 9-10 heures du soir. Et ils ont eu le temps quand même d'allumer le feu. Et minuit et demi, panne d'électricité. Alors, l'électricité n'est revenue que le lendemain midi. Donc, les premiers 12 heures sans électricité. Et ils sont vraiment bien, elles se sont vraiment bien débrouillées parce que ils avaient allumé le poêle. Et puis, mais il n'y a plus d'eau non plus. Ah ouais, quand même. Mais tu as Internet, tu as plus de débit Internet que nous en Lozère, même s'il y a toutes ces péripéties, tu vois, finalement. Oui, pour prendre le petit déjeuner le matin, c'est pas très nourrissant, l'Internet. Et donc, ils ont été obligés d'aller chercher, de prendre la neige et puis de la faire fondre sur le poêle. Alors, vous voyez, c'est une belle initiation là, laborieuse. De vrais scouts, finalement. Oui, heureusement, hein, parce qu'il ne fallait pas qu'elles sont quand même urbaines, mais il ne fallait pas qu'elles soient complètement dénaturalisées, quoi. Bon, merci Gaston pour ce petit intermède avec les scouts. Du coup, Pascal est revenu entre-temps. Et peut-être que tu peux enlever ton image, ta vidéo, Pascal, et juste mettre ton diaporama. Et voilà. Et puis sinon, tu m'enverras le diaporama si ça pose souci. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend très bien. Il faut juste que tu enlèves ta caméra et puis que tu remettes le partage pour ton diapo. D'accord. Dis-moi, parce que là, j'ai plus de visuel. Alors, voilà, super. Bon, je disais que c'est un concept original. L'autre chose sur laquelle je vais aller très vite, parce que là, avec le temps passe, c'est-à-dire que l'éco-formation, ça n'existe pas en soi. Il y a comme l'auto-formation, comme la socio-formation, c'est trois polarités d'un processus qui se tient de manière écosystémique. Un être humain, il est constamment mis en forme par ces trois pôles et à certains moments, certains des pôles dominent, à d'autres moments, ce sont d'autres pôles qui dominent. Et c'est cette dynamique qu'on explore. Donc là, je ne rentre pas dedans. Je la montre rapidement comme ça. Hein. C'est une interaction, donc un couplage entre une personne et son environnement. Simplement, dans cette conception tripolaire, Gaston nous a aidé à distinguer, on va dire, sans les séparer, mais à distinguer dans l'environnement ce qui vient du monde social historique
deux autres êtres humains qui nous forment, qui nous co-forment ou qui nous conditionnent, enfin, soit de manière autoritaire, soit de manière collaborative. Mais ça, c'est le pôle socio-formation, mais à explorer donc ce pôle éco-formation qui est, on pourrait dire, le contact direct avec le vent, avec l'air, avec les minéraux, les éléments, les animaux, etc. Dans cette approche, je vais très vite là. Moi, j'ai essayé à chaque fois de voir au moins 3 dimensions. C'est-à-dire que la formation, ce n'est pas juste des interactions de langage, des concepts, des idées. C'est aussi des interactions symboliques, c'est-à-dire des résonances par des images, des rêves, des métaphores. Dominique a beaucoup travaillé là-dessus, elle y reviendra sûrement. Et puis, des interactions sensorimotrices, des gestes, des schèmes, des interactions de notre corps, de nos sens. Donc là, dans l'intérêt de ce petit schéma-là, c'est de montrer qu'aussi entre le pôle d'éco-formation et le pôle de socio-formation, autrement dit, entre une culture et l'environnement l'environnement naturel ou géographique dans lequel elle se déploie, il y a aussi des interactions que Jacques Mirmont appelait des liens, les liens donc d'épistémée, des liens de connaissances, des liens de symboles, de mythes, et là aussi des liens de... Enfin bref, je ne veux pas aller trop loin. L'idée, c'était aussi de vous parler à partir de nos trajets. Donc j'ai essayé de voir 3 périodes avec le greffe, ensuite la période au Québec, où j'ai été au Québec, puis ensuite je finirai par les actualités et les projets. Donc, est-ce que, juste Pascal, est-ce que tu peux mettre en plein écran, parce qu'en fait, on voit ton panneau latéral pour le diaporama, peut-être. Ouais. Ouais. Donc, la période du greffe, là, qui, on l'a dit tout à l'heure, je regardais, finalement, a commencé, tu disais Dominique Cotreau, 92, mais chez le greffe, peut-être 93, ou je ne sais plus quand vraiment on a commencé à explorer, mais les premières publications sur l'eau, c'est 2001, donc ça vous voyez le temps que ça nous a pris entre l'exploration, je regardais ça, c'est pas banal. Donc dans Boire à la source, gestes et symboles du rapport formateur à l'eau, je me souviens que cet article, justement, j'étais parti de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau? Le premier geste le plus fondamental, probablement, c'est boire. Un être humain, il peut tenir pas. Ah, j'ai peur qu'on ait reperdu Pascal, décidément. On va voir si c'est... s'immerger. Ah, on t'a perdu quelques minutes là. Peut-être reprendre ta dernière phrase parce que ça a coupé. Et donc, je suis parti des gestes les plus fondamentaux. Boire, mais aussi nager, plonger, s'immerger, etc. Et dans cet article, je faisais déjà des liens avec les Indiens, puisque moi, n'étant pas comme Dominique Cotreau et d'autres, pas du tout spécialiste de l'éducation à l'environnement ou de ces questions-là, j'ai approché l'éco-formation beaucoup à partir de ce que j'en avais vécu, compris avec mes séjours dans des communautés amérindiennes. Donc, c'est ce qu'on voit ensuite dans la deuxième publication, une démarche d'éco-formation d'inspiration amérindienne. Ça, c'est le livre Habiter la Terre, éco-formation terrestre, qu'on a publié en 2005. Donc. En 2000, parallèlement, j'avais écrit un article Apprendre enfin des Indiens. Enfin, tout d'un coup, j'étais parti beaucoup sur essayer d'explorer ce que la fréquentation de ces séjours, ces immersions dans des cultures amérindiennes m'avaient appris. Je vais développer après l'essence de ça, juste après. Ensuite, il y a une autre période que je développerai moins, mais c'est de 2001 à 2019, j'étais au Québec, donc j'ai aussi beaucoup travaillé aussi avec le Mexique.
là, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois, mon travail par rapport à l'éco-formation, c'est que j'ai développé des approches réflexives et dialogiques interculturelles de l'éco-formation. Donc, j'ai créé ce que j'ai appelé des ateliers, des kairos d'éco-formation. Kairos, c'est les moments intenses, donc, ou autrement dit, on pourrait dire des cercles de parole interculturels, où il y avait des Québécois, des Français, des autochtones, donc des Indiens du Québec, des Inuits, des Atikamekw, mais aussi au Mexique avec des Huichol, où Gaston était présent d'ailleurs. Et donc, je reprendrai ça enfin un peu sur la méthode de ce développement d'une. Mon idée, c'est de dire, si on est formé vers la nature, comment est-ce qu'on peut, par un dialogue interculturel, explorer, parce que selon les cultures, dans nos cultures, c'est quelque chose qui a été perdu ou en tout cas refoulé par le monde, la culture moderne ou la modernité, mais dans d'autres cultures, c'est resté très vivant. Donc, je pense que cette exploration interculturelle elle est très pertinente. Entre autres, donc, et puis je veux parler rapidement là d'une expérience, d'une approche écosystémique dans une unité transdiscipline. Là, j'ai mis la référence, vous pourrez trouver l'article dans la revue Éducation relative à l'environnement. Là, l'idée, on disait, c'était écologiser une petite université, c'était écologiser les savoirs, c'est-à-dire les relier à la vie des gens qui participent à l'université, que ce soit les étudiants, les profs, et dans une approche transdisciplinaire, c'est-à-dire où on se pose des questions sur nos vies, des questions qui concernent la vie, les gens que les étudiants amènent, et que pour les résoudre, on met en cercle, en dialogue, toutes les disciplines académiques, mais aussi tous les savoirs traditionnels, les savoirs des Indiens, entre autres là-bas, c'est des Huichol. Donc, on a essayé de faire une méthode et donc, il y a une publication là-dessus. Donc ça a été un peu ce qui m'a occupé, ce genre de choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'est de 2001 à 2019. Alors, sur les Indiens, je me suis dit, tiens, on va Juste, je vais essayer excuse-moi, Pascal, je t'embête. Oui. Voilà, à peu près 5 minutes, il te reste. J'ai rajouté un petit peu près. Voilà. Alors, je vais en sauter. Je vais juste, la première citation de Saussure, là, j'ai remarqué dans ma vie que tous les hommes sont attirés par un animal particulier, une plante, un endroit de la terre. Si les hommes voulaient s'accorder plus d'attention à ses préférences et s'efforcer de se rendre dignes de cela même qui les attire, ils auraient des rêves qui purifieraient leur vie. Donc, pour commenter un peu cette belle phrase, quand il dit ils auraient des rêves qui purifieraient leur vie, c'est-à-dire les rêves, c'est ce que nous on appelle des intuitions, ça peut être des rêves, mais ça peut être des grandes visions, mais ça peut être simplement des intuitions. Et donc, c'est cette idée que si on a des attirances, si l'un d'entre nous, comme Dominique, on est attiré par la mer ou par les montagnes ou par les roches ou par l'eau ou par certains animaux, peu importe, nos attirances, porter attention à ces affinités. Porter attention, ça veut dire se tenir proche, ça peut vouloir dire faire des créations chez les Indiens, on peut broder, peindre, faire des chants. Et du coup, laisser cultiver, goûter, assimiler l'influence que cet élément qui nous attire, ce milieu qui nous attire, peut avoir sur nous. Alors, je cite l'autre phrase et après je vais sauter. Nous regardons tous les êtres créés comme sacrés et importants. Chaque chose, parce que quand on dit sacré, ça peut vite nous faire peur, mais enfin, ce qu'il veut dire, c'est chaque chose possède une influence, Wochangi en Sioux, qui peut nous être donnée, grâce à laquelle nous pouvons acquérir un peu plus de compréhension si nous sommes attentifs. Voilà, je ne vais pas aller plus loin puisque j'ai déjà passé trop de temps. Bon, vous lirez le reste. Alors, quelques mots sur les cercles de parole que j'ai fait donc, au Québec. Il y a eu à l'Université du Québec un cours interculturel sur l'exploration de l'écoformation avec des Indiens Inuits, Atikamekw, des amis qui sont venus de Ojibwe. Et puis, un atelier d'exploration, d'écoformation par le feu lors du 19e symposium du réseau québécois pour la pratique des histoires de vie. Dans toutes ces approches, l'idée, c'était chacun se recueille, un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on a fait avec l'eau. Chacun se recueille et au moins
mais au lieu de faire toute l'histoire, d'aller centrer sur des moments intenses de formation avec le feu, là, puisque c'était notre thème. Ensuite, chacun décrit dans le groupe le plus précisément, le plus concrètement possible ces moments. Et ensuite, il y a un dialogue d'intercompréhension de ces expériences. Là, je résume beaucoup la méthode qui est développée dans mon dernier bouquin que vous voyez là apparaître quelque part. Donc, j'arrive à Actualité et perspective. Bon, mon bouquin qui est sorti quand même en 2020, c'est encore pour moi de l'actualité. Une autre actualité plus récente, le bouquin, c'est sur cette méthode, la recherche-formation expérientielle à partir des moments intenses. Excusez-moi, j'essaie d'aller trop vite, je ne sais pas. Ensuite, plus récent, Grandir avec la nature, mais peut-être que Dominique en reparlera puisqu'on est aussi là-dessus. Une expérience, une dizaine d'écoles en Lozère qui expérimentent l'école en forêt. Donc, on va publier d'une semaine à l'autre là le rapport. Je vous ai mis l'email de la personne qui s'en occupe. Bon, ma pratique de l'aquarelle. Et puis là, je sais qu'il y a Sainte, je crois, qui est en ligne. Donc, on est sollicité là par le Collège coopératif Occitanie. Là, on dira peut-être quelques mots tout à l'heure. Je trouve je prends le Collège coopératif d'Occitanie comme un exemple. Il me semble qu'il y a de plus en plus de personnes, de groupes qui veulent réfléchir sur les transitions écologiques, les mutations de nos imaginaires sociaux, des récits alternatifs. Et donc, il me semble que là, il y a un enjeu face à la mondialisation et au péril écologique qui se profile, d'explorer ces nouvelles formes alternatives, de les conscientiser, de les décrire, de les socialiser. Et pour passer, alors c'était un peu la fin, l'enjeu vital, passer d'un inconscient écologique à un soi écologique, mais je vous laisserai lire ces extraits plus tard. Voilà, et puis j'ai mis quelques références. Je mets le diaporama dans le... Pourquoi j'arrive à trouver comment je décroche maintenant que je suis plus... Alors, attends, je vais te décrocher, comme tu dis. Décroche-moi parce que je ne vois plus, j'ai plus de visibilité. Hop. Super. Ok, merci. Bon, merci beaucoup de cette présentation. C'est vrai qu'un quart d'heure, ça passe vite, surtout avec des petites coupures au milieu. L'idée, c'était, avant de continuer avec Dominique, c'était juste déjà de voir si vous aviez des questions de clarification et on reprendra sur les questions de fond, sur vos résonances dans un second temps, si ça vous va, pour qu'on ait ensuite le temps d'entendre Dominique. Donc, plutôt des questions de clarification sur des choses, voilà, parce qu'en plus, Pascal, elle est un peu vite sur certaines choses. Alors, je vois que Virginie a levé la main, tu as la parole. Oui, bonjour. Je ne sais pas si c'est une question de clarification ou de... Mais je voulais juste voir s'il y avait une différence pour vous entre les kairos et les moments significatifs ou les expériences significatives en nature ou en lien avec l'environnement. Est-ce que pour vous, c'est la même chose? Sinon, est-ce que vous pourriez préciser? Oui, c'est la même chose. Le kairos, c'est un moment décisif, intense, donc il peut y avoir des moments d'action, mais des moments de compréhension, des moments... Enfin, c'est souvent des moments qui nous restent quand, effectivement, qui remontent dès qu'on veut parler d'un thème. On a ces expériences qu'on peut appeler sources. Ouais. OK, donc c'est la même chose pour vous. Super. Oui. Merci beaucoup. Merci Virginie. Est-ce qu'il y a d'autres questions propos de Pascal? Après, on prendra vraiment le temps aussi d'entrer en résonance sur comment pour vous ça fait écho à des projets ou des choses que vous avez faites. Bon, je ne vois pas de réaction, alors ça veut dire qu'on continue avec Dominique. Eh bien, toi, Dominique, je te laisse la parole pour ton intervention. Je te ferai un petit point 5 minutes avant ou pas, ou tu préfères... Écoute, je veux bien. Okay. Je me laisse partir. J'ai essayé de faire court. Parce que c'est vrai que plus on vieillit, plus on a de choses à dire. Et donc, il faut réduire à 20 minutes toute une longue expérience.
parce que moi, ce n'est pas tellement des kairos que j'ai repérés dans tout le parcours, c'est justement l'enchaînement de multiples moments qui s'installent sur le temps long. J'ai construit mon propos un peu comme on l'avait dit sur trois parties, d'où je parle, mon parcours, en quoi le concept reste novateur pour moi, et puis actualité et perspective. D'où je parle, je m'excuse de ceux qui me connaissent bien, vous allez réentendre un peu mon histoire. Je commence toujours en disant que j'ai eu la chance d'être née au XXe siècle, c'est-à-dire à une époque où nos parents nous laissaient librement jouer dehors dans la nature. Et donc, quand on était enfant, j'habitais une petite ville dans la Mayenne, et dès qu'on avait fini les devoirs du soir, ou bien les jeudis, ou bien les week-ends, et puis pendant toutes les vacances, eh bien, on était tout le temps dehors, nous enfants, parce qu'on n'avait pas de réseaux sociaux, on avait très peu la télévision, et que tout ce qui était à vivre était au bord de la rivière, dans la forêt, dans la prairie, et puis l'été au bord de la mer. Et donc, j'ai vécu une très longue première phase immersive d'éco-formation, à la fois dans un petit coin de l'Ouest français et au travers de mes vacances au bord de la mer. Et j'avais déjà une propension au mouvement, au corps qui bouge. J'avais besoin de courir, sauter, grimper. J'étais dans les arbres, j'étais dans l'eau, j'étais dans les flaques. Je filais sur les rampes d'escalier. Enfin, il fallait que ça saute, que ça court, que ça bouge, et tout le temps dehors. Et ce qui fait que je n'ai pas voulu faire un métier ni du dedans, ni immobile. Et donc, je suis devenue professeure d'éducation physique après mon parcours scolaire, prof de PS. J'ai des amis dans mes études qui créent une association de protection de la nature. Et moi, qui étais une fan de la nature, sans entendre tellement parler de problèmes d'environnement, mes parents n'étaient pas des naturalistes, hein. On allait plutôt dehors parce que c'était bon pour la santé. Et je me suis intéressée à cet assaut d'éducation à la nature. J'étais devenue prof d'éducation physique entre-temps et j'ai quitté le métier de prof d'éducation physique pour rejoindre une association de classe de mer parce que j'étais fort intéressée par les éducations alternatives. J'avais énormément souffert de l'école primaire, moi, et j'avais des comptes à rendre avec l'éducation. Et je pense que c'est ça qui m'a emmenée vers des études et vers un métier de l'éducation, mais très intéressée par l'éducation alternative. Et donc, ces classes de mer, c'était un moyen pour moi de faire de l'éducation alternative, mais sans vraiment quitter l'école. J'ai un collègue à l'UIT de Tours qui dit toujours que l'éducation populaire, que l'éducation alternative, c'est construit contre l'école, mais tantôt aussi tout contre l'école. Et on va voir plus tard, moi j'étais plutôt de cette forme d'éducation qui restait malgré tout collée à l'école, et ça va être ça un peu l'enjeu de ma reprise d'études en sciences de l'éducation. Pour comprendre ce qui se joue là dans classe de mer. Peut-être je précise, si vous ne savez pas tous ce que c'est, parce qu'on en parle de moins en moins, et je ne sais pas s'il y en a au Québec, mais c'était à l'époque des séjours de 3 semaines où on accueillait des enfants de l'école primaire ou du collège, et tous les apprentissages se faisaient à partir du milieu, à partir du bord de mer. Donc on faisait de la géologie, de la botanique, de la biologie, de l'économie du littoral, de l'histoire du littoral. On faisait beaucoup, beaucoup de sciences dehors. Mais c'était des sciences. Et quand je revoyais les enfants de classe de mer, j'avais entre 25 et 30 ans là, je leur demandais ce qu'ils gardaient comme souvenir. Ils me parlaient de la maîtresse en pyjama, ils me parlaient de la boum, il me parlait du repas de moules frites, il me parlait de presque tout sauf de la mer, et c'est ça qui m'a perturbée, c'est ce qui m'a fait reprendre des études en sciences de l'éducation. Donc, je me suis d'abord inscrite en licence maîtrise à Rennes 2, et puis je suis allée rejoindre les bras de Gaston Pinault dans le greffe à Tours,
Et j'ai découvert à ce moment-là 2 Gastons d'ailleurs qui ont changé ma vie. Gaston Pinault, après cette première rencontre, je suis partie avec le tapuscrit sous le bras du livre De l'air, donc il n'était pas encore publié lorsque j'ai rencontré Gaston pour la première fois. Et ça a été une révélation pour moi. J'ai découvert en fait que ce qui manquait dans les classes de mère, c'était la symbolisation de l'éco-formation. On laissait les enfants jouer dans le milieu, on les laissait... on faisait toute classe dehors, mais on ne faisait que classe, où on reconnaissait seul le versant de la science dans cet apprentissage du milieu. On était dans une éducation au sujet de l'environnement, même si on était dans l'environnement, si je peux faire des passerelles. Et l'autre Gaston, évidemment, c'est Gaston Bachelard. Je suis tombée par hasard à la bibliothèque pour préparer mon entrée en DEA. Je suis tombée sur L'eau et les rêves, et ça a aussi été un révélateur. Je me rendais compte que je ne parlais de l'environnement que sur son versant objectif. Je ne l'abordais que sur son versant objectif, alors que moi, j'avais grandi grâce au versant subjectif de ma relation à la nature. Et donc, cette deuxième temps de l'éco-formation, le premier temps, c'est l'immersion, c'est se laisser imprégner par tous les éléments extérieurs, tout le monde non humain qu'on rencontre au fur et à mesure de son enfance. Et le deuxième versant, qui est celui de la prise de conscience, a surgi à la rencontre des 2 Gastons. Alors non, je n'ai pas rencontré Gaston Bachelard, mais je l'ai lu, mais j'ai rencontré Gaston Pinault. Et donc, ça a été un grand révélateur dans mon processus. Dans mon processus, qui fait que toutes mes investigations de recherche se sont concentrées justement sur cette part formatrice de l'environnement naturel chez les enfants, en explorant le concept d'imaginaire. Donc, grâce à Gaston Pinault, à Gaston Bachelard, grâce aussi à Gilbert Durand, qui a travaillé sur le trajet anthropologique, qui montre qu'on est de toute façon, notre relation au monde, elle est de toute façon formée d'un imaginaire, elle est filtrée par un imaginaire, quel que soit cet imaginaire, et même notre relation scientifique n'est qu'un imaginaire appauvri de notre relation à l'environnement et à la nature. Et puis d'autres auteurs encore. Et l'autre concept clé de mon travail, eh bien, c'est la place du corps sensoriel et moteur. C'est qu'on ne peut pas faire une éducation à l'environnement et à la nature sans être dans l'environnement et la nature. Et parce que le corps, c'est notre médiateur, c'est le médiateur premier de notre rapport au monde. C'est parce qu'on a des yeux, des oreilles, un nez, une bouche, une peau, qu'on peut incorporer le monde qui nous entoure. Et c'est par la diversification, la répétition, la longue durée de nos immersions que le corps nous permet de nous approprier l'environnement qui nous entoure, de l'avoir en propre à l'intérieur de soi. Et il faudrait aussi rendre hommage à Georges Lervet, qui est décédé aujourd'hui, mais qui était un de nos enseignants de Tours et qui a beaucoup travaillé le concept de système-personne et qui montre bien comment la personne est un système et que le milieu est cette interface entre l'ego de la personne et l'environnement qui nous entoure, cet environnement un petit peu distancié, un peu éloigné. Je trouve que c'est important aussi de reparler de ce concept-là. Et donc, je crois qu'il reste à peu près 5 minutes, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Donc, voilà, parce que j'ai perdu le fil à un petit moment. D'accord. 5 minutes. Et donc, j'étais de ce monde de l'éducation à l'environnement. Et l'éco-formation m'a fait prendre conscience que, justement, ce n'était pas une éducation à de plus. Vous savez, comme il y a les éducations à l'environnement, les éducations à la paix, les éducations à la science. Enfin, et pour moi, l'éco-formation, c'est vraiment un socle fondateur à toute l'éducation en général. En quoi le concept reste novateur pour moi est fondamental. 3 caractères que je peux retenir, c'est qu'il nous situe sur la longue durée. C'est-à-dire que
il n'y a plus de séparation entre l'éducation enfantine et la formation adulte. C'est bien parce qu'il y a ce premier temps d'immersion au fil de l'enfance et puis ce temps de prise de conscience que les coformations nous forment et forment ce que l'on est, avec ces obligations d'immersion très longues et puis avec cette phase de réflexivité. Gaston disait, le monde n'écoforme pas sans un retour réflexif, constructeur de sens. Et ce retour réflexif est extrêmement important. Ce qui fait qu'après, moi, dans les formations d'adultes, j'ai développé aussi des ateliers d'exploration des écoformations de chacun, comme Pascal a pu en parler autour de ces cercles de parole. Le deuxième caractère que je veux souligner, eh bien, c'est que dans l'éducation et la formation relative à l'environnement, on est bien dans une dimension identitaire et existentielle qui travaille sur les liens d'interdépendance constituant notre identité écologique. On prépare à l'identité écologique, on prépare à une identité reliée au reste du monde et on prépare un sens d'un habité partagé avec l'ensemble des êtres vivants de la Terre. Comme le disait Lévinas, la responsabilité naît de la découverte du visage de l'autre, de sa vulnérabilité. Et donc ce temps de réflexivité donne de la valeur aux arbres, aux oiseaux, aux nuages, aux plantes, à toutes ces espèces qu'on a rencontrées et qui nous constituent, qui font partie de nous. Et c'est là que les apparentements surgissent. Les apparentements avec tout le reste du monde vivant de la planète. Et troisième caractère d'importance, et non des moindres, eh bien, pour moi, les coformations, il se pourrait que ça constitue un des socles fondamentaux pour préparer l'engagement et former la posture sociocritique vis-à-vis de nos façons d'habiter la Terre. En tous les cas, on constate que les éducateurs à l'environnement racontent toujours que leur engagement d'aujourd'hui provient de leurs expériences premières de jeu dans la nature. Et actualité et perspective, excusez-moi, je vais peut-être vite, eh bien, il y a urgence à faire cela. Il y a urgence parce que la société passe de moins en moins de temps dehors. On est enfermé dans nos maisons, on est enfermé dans nos voitures, on est enfermé derrière nos écrans d'ordinateur. Les enfants ne jouent plus dehors comme nous jouions dehors quand on était petits. Donc, on réduit la part immersive chez les enfants d'une part et on réduit les capacités d'exploration écoformatrice, c'est-à-dire quand on en sera à ces temps de réflexivité, eh bien on n'abordera plus que des écoformations d'intérieur et des écoformations urbaines qui sont éminemment minérales. Ça veut dire que la part du monde vivant sera réduite dans la leçon de choses dont parlait Jean-Jacques Rousseau. On assiste à ce que Peale puis Miller appellent l'extinction de l'expérience de nature. Et ça provoque une amnésie environnementale générationnelle parce qu'on regarde les problèmes d'environnement à l'aune de ce que l'on a vécu, nous, en tant qu'enfants. Et on pense que quand on était enfant, c'était un bon état de l'environnement. Et comme plus ça va, moins on vit dans la nature, plus ça va, plus on accepte un certain degré d'environnement dégradé. Voilà, alors depuis le confinement, il y a fleuri beaucoup les envies de faire classe dehors, de retourner dans la nature. Eh bien, je pense qu'il faut aussi qu'on saisisse tous ces mouvements qui redonnent la place à la nature dans les éducations et dans les formations. Merci beaucoup, Dominique. Est-ce qu'il y a des questions de clarification tout de suite pour Dominique, un peu comme tout à l'heure pour Pascal? Odile. Oui, vas-y, Odile. Attends. Ouais, voilà. Là... Je merde avec mon... Là, vous m'entendez là? Oui. Oui. Oui, d'accord. Oui, c'était une précision sur le système personne. Là. Je me souvenais plus du tout de ça et j'ai pas retenu le nom de l'enseignant là. Si tu peux me le redire. Et puis, est-ce qu'il y a il a écrit des bouquins ou... Oui, c'est Georges Lerbet.
Et voilà, Pascal vient d'écrire son nom dans la conversation. D'accord. Je n'avais pas compris, c'est mes oreilles, hein, excusez-moi. Et notamment le système, l'école du dedans. Dans son livre L'école du dedans, il explique très bien ce qu'est le système personne. Ah oui. Ben, je croyais que c'était quelqu'un d'autre, j'avais mal compris. D'accord, merci. Merci. Non, sur ce que tu as dit à la fin, je suis complètement d'accord. Hein. C'est angoissant. On pourra justement après discuter tout à l'heure sur les perspectives aussi de chacun et comment, voilà, effectivement, comment ça résonne aussi pour les travaux du greffe actuel. Hein, c'est vraiment ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions de clarification? Non, pas spécialement. Alors, juste, moi, je vais faire une sorte de conclusion, mais j'ai rien de préparé de particulier. J'ai envie juste de dire des mots pêle-mêle voilà, suite à l'intervention de Pascal et Dominique sur écoformation avec l'approche interculturelle, existentielle, biographique, intense aussi, corporelle, sensorielle, l'imaginaire. Voilà, et j'en oublie encore quelques-uns, mais on voit tous ces champs qui ont été ouverts au travers de cette idée, de ce concept d'écoformation. Et puis, voilà, avec des mots forts, quand Pascal il dit voilà, conscientiser notre approche du monde pour transformer ce rapport au monde, ou quand Dominique dit que c'est quelque chose de fondamental qui est à la base, notamment quand on entend certains récits biographiques d'éducateurs à l'environnement, qu'on voit que vous posez des choses assez fortes, assez voilà, quand même à la base de nos vies finalement. Il y a aussi quand même cette idée, vous l'avez dit tous les deux, hein, que ce soit par l'idée de Kairos, par l'approche biographique, tous les deux aussi, que ce retour réflexif comme condition formatrice. Donc, il y a aussi cet aspect-là que j'ai envie de mettre en avant. Et puis une actualité qui est quand même beaucoup autour de cette école du dehors quand même, qui se déploie et qui amène des perspectives intéressantes. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'il y a Marie-Laure aussi qui a super bien pris des notes. Merci Marie-Laure qui est ici et qui a coordonné Grandir avec la nature en Lozère. Donc, voilà. Et puis ces interrogations sur aujourd'hui, finalement, quels sont nos rapports avec effectivement l'extinction d'expériences de nature, ce que d'autres, comme Richard Louv, appellent le syndrome du manque de nature, l'actualité de la jeunesse, de l'enfance aujourd'hui, et dans son rapport au monde, et de qu'est-ce que ça donne aussi comme perspective, et puis et pour nous, peut-être aussi comme travaux ou comme engagement, voilà, ça c'est moi qui le rajoute. Voilà, j'ai envie de conclure là-dessus, pas plus, hein, c'est plus en synthèse. Ce qui est intéressant, c'est on voit bien que vous rejoignez tous les deux, hein, vraiment sur les fondamentaux, tout en explorant, en ouvrant vraiment ce champ-là, et c'est vraiment chouette de voir que voilà, tout ce que ça préfigure derrière ce concept. Voilà.